Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Dans la soirée d'hier vendredi, un groupe au sein de l'armée a annoncé avoir pris le pouvoir en Turquie, dans le pays donc, pour protéger l'ordre démocratique et les droits de l'homme, entraînant des affrontements qui ont fait des morts et des blessés à Istanbul et Ankara dans la nuit du vendredi au samedi. De son côté, le premier ministre turc Binali Yildirim affirme que la situation est largement sous contrôle, tandis qu'un porte-parole des services de renseignement parle d'un retour à la normale. La chaîne d'État TRT a annoncé au nom de l'armée un couvre-feu, la loi martiale sur tout le territoire et la fermeture des aéroports. Le président Recep Tayyip Erdogan a assuré dans la nuit que les putschistes ont échoué. D'autres sources gouvernementales assurent que la situation était sous contrôle, mais celle-ci semble encore un peu confuse. Le dernier bilan fait état de 60 morts et 336 arrestations. Au lendemain de l'attentat qui a endeuillé la ville de Nice, nous sommes à Paris, hier jeudi donc 14 juillet, avant-hier 14 juillet, jour de la fête nationale de la France. Le procureur de la République de Paris, François Molins, a adressé ce vendredi après-midi les premières constatations de l'enquête sur cet attentat commis par Mohamed Lawesh Boulel, un franco-tunisien de 31 ans. Plus de précisions avec Kader Ouattara et Abou Sanogo. La France à nouveau touchée par le terrorisme. Jeudi 14 juillet. Au lendemain de cet attentat, le procureur de la République de Paris, saisi de l'enquête, retrace le déroulé des faits. Jeudi 14 juillet, donc vers 22h45, un homme circulant seul à bord d'un camion frigorifique a pénétré sur la promenade des Anglais en provenance du quartier Magnan. Il a roulé sur une distance de 2 km environ, entre précisément les numéros 11 et 147 de la promenade, et a violemment percuté de très nombreux spectateurs rassemblés sur la promenade pour assister au traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Le terroriste a tiré à plusieurs reprises sur 3 policiers à hauteur de l'hôtel Negresco. Les policiers ont répliqué et ont poursuivi le camion, qui a cependant réussi à rouler encore sur près de 300 mètres. Les policiers sont parvenus à le neutraliser par des tirs à hauteur du palais de la Méditerranée. Le terroriste a été retrouvé mort sur le siège passager. Et il fait aussi le point de l'enquête. Dans la cabine du camion ont été découverts un pistolet automatique de calibre 7,65 mm, un chargeur, des cartouches percutées de 7,65 mm et des cartouches non percutées du même calibre, un deuxième pistolet automatique, lui factice, 2 répliques de fusils d'assaut Kalachnikov et M16, qui sont donc elles aussi des armes factices, une grenade percée, un téléphone portable qui est en cours d'exploitation, divers documents, eux aussi en cours d'exploitation. Ont également été découvertes, toujours dans la cabine du camion, une carte conducteur et une carte bancaire au nom de Mohamed Lawesh Boulel, né le 3 janvier 1985 en Tunisie, est domicilié à Nice. Il est totalement inconnu des services de renseignement, et ce, tant au niveau national qu'au niveau local, et n'avait jamais fait l'objet de la moindre fiche et du moindre signalement de radicalisation. Après les attentats de janvier et de novembre 2015 qui ont frappé Paris, c'est la 3e fois qu'un attentat de ce genre se produit sur le territoire français en 18 mois. Et François Hollande présidera ce samedi à 9h, heure locale, un conseil restreint de sécurité et de défense à l'Élysée après l'attentat meurtrier de Nice. Le chef de l'État a déjà réuni hier matin un conseil, quelques heures seulement après l'attentat qui a fait au moins 84 morts sur la promenade des Anglais à Nice lors du feu d'artifice pour le 14 juillet. Il s'est ensuite rendu à Nice auprès de victimes et des autorités. À son Excellence, Monsieur François Hollande, président de la République française. Monsieur le Président, c'est avec une vive consternation et avec indignation que j'ai appris la triste nouvelle de l'attentat des Anglais. La triste nouvelle de l'attentat terroriste perpétré à Nice sur la célèbre promenade des Anglais qui a occasionné plus de 80 morts et de nombreux blessés ce 14 juillet, fête nationale de la France.
Sensible à ce drame orchestré par les ennemis du monde libre au moment où votre pays commémorait sa fête nationale, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour traduire à votre Excellence ainsi qu'au peuple français l'expression de notre profonde compassion et de notre indéfectible solidarité. Tout en condamnant avec la plus grande fermeté cet acte odieux, je vous prie de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes sincères condoléances et aux blessés mes vœux de prompt rétablissement. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui, accompagné des membres du gouvernement, s'est rendu hier matin à la résidence de l'ambassadeur de France, Georges Serre, pour présenter ses condoléances et témoigner de la compassion de l'État ivoirien à l'État français suite à l'attentat de Nice. Les réactions de la communauté internationale se multiplient au lendemain de l'attentat terroriste perpétré ce 14 juillet à Nice. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et une douzaine de ministres ce matin dans les locaux de l'ambassade de France pour manifester la tristesse et le choc de la nation ivoirienne. Signature du livre de condoléances suivie d'une adresse livrée par la ministre Afoussiata Bambalamine, porte-parole adjoint du gouvernement. Nos pensées et nos prières ferventes vont aux familles endeuillées ainsi qu'aux nombreux blessés enregistrés. Nous condamnons fermement cet attentat barbare qui, par-delà les nombreuses victimes occasionnées, est une atteinte aux valeurs fortes de liberté, d'égalité et de fraternité. Que la communauté internationale se mobilise davantage contre le terrorisme. Des paroles du Premier ministre au sortir de cette visite du gouvernement ivoirien à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. C'est un dossier qui est un dossier très important sur le terrorisme. Et comme vous le savez, malheureusement la Côte d'Ivoire aussi a été frappée à Grand-Bassam en mars dernier par des attentats terroristes. Nous souhaitons que la communauté internationale se mobilise davantage pour combattre ces actes terroristes dans tous les continents concernés par ce dossier, qui est un dossier international. Voilà pour le chapitre attentat de Nice. En bref et en images, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Kigali, la capitale rwandaise, hier vendredi après-midi. Le chef de l'État va prendre part ce matin, ce samedi donc, à la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet qui va aborder plusieurs sujets, notamment la question du genre. Nous en reparlerons donc dans nos prochaines éditions. 966 milliards de francs CFA recouvrés, 20 milliards d'excédents au premier semestre. La Direction générale des impôts a fait hier vendredi à Abidjan son bilan d'activité sur les 6 premiers mois de 2016 sur un objectif global de recettes d'un peu plus de 945 milliards. La régie financière a recouvré, comme je le disais, environ 966 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 20 milliards, une belle performance au regard des conditions particulières liées notamment au changement à la tête de la structure. Pour le deuxième semestre, les nouveaux dirigeants espèrent mobiliser davantage de ressources. En voyant tout cela en images avec Lanciné Bakayoko et Adama Kone. 966 milliards de francs CFA, c'est le montant des recettes réalisées au premier semestre 2016 par la Direction générale des impôts DGI, soit une progression de 12% par rapport à la même période de l'année dernière. Pour le deuxième semestre qui commence, les objectifs fixés par l'État sont à portée de main. Nous envisageons de rester dans cette dynamique-là pour aborder donc le deuxième semestre de l'année 2016. Il s'agit de poursuivre l'amélioration de nos acquis. Nous en avons les capacités. La Direction générale des impôts a les méthodes de travail pour le faire. Ces prévisions plutôt optimistes impliquent un engagement fort des agents, mais également l'application efficiente d'une batterie de réformes contenues dans le plan stratégique du gouvernement. Le défi, c'est de créer de nouveaux centres de moyennes entreprises en vue de rapprocher davantage l'administration fiscale des clients, qui sont les contribuables, mais surtout d'assurer un meilleur suivi statistique, de faire en sorte que l'administration fiscale puisse se projeter vers l'avenir pour mettre en place un nouveau schéma directeur informatique en vue, dans les prochaines années, de renforcer son dispositif informatique et avoir un système d'information totalement intégré, sécurisé pour accompagner l'ensemble des réformes qui sont entreprises.
Il s'agit aussi de renforcer les moyens de contrôle et de promouvoir les télédéclarations ainsi que les télépaiements. L'ambition de l'État nécessite un élargissement de l'assiette. L'objectif de recette annuelle pour la Direction générale des impôts est fixé à 1900 milliards de francs CFA. Le reportage de Lanciné Bakayoko a donc été commenté pour vous par Adama Kone. Le ministre des Infrastructures économiques était face aux députés hier vendredi. Il ne s'agissait pas de défendre un projet de loi, mais plutôt de répondre aux préoccupations des parlementaires sur les questions relatives à la dégradation du réseau routier en Côte d'Ivoire. Patrick Hachi, c'est de lui qu'il s'agit, a également profité de cette tribune pour expliquer la politique gouvernementale pour améliorer les infrastructures routières dans le pays. Le compte-rendu de notre reporter, Michel Digré. Question orale. C'est un exercice qui permet aux députés d'interroger des ministres du gouvernement dans leur domaine de compétences sur des questions d'intérêt public. Au cœur des débats de ce jour, la dégradation des infrastructures routières. L'initiative est de l'honorable Sangaré Yacouba, qui est le premier à mettre les pieds dans le plat. Le constat reste le même. La durée de vie de ces voies est très courte, car à peine les usagers les utilisent qu'elles sont dégradées. D'autres députés lui emboîtent le pas. Plutôt que de s'atteler à la réparation des routes dès l'apparition des nids de poules, les structures en charge de la gestion des routes attendent qu'elles se dégradent complètement, comme c'est le cas dans la commune de Koumassi, où la population éprouve d'énormes difficultés pour se rendre au travail. Le ministre Patrick Hachi l'admet, le mal des routes ivoiriennes est profond. La quasi-totalité des routes que vous connaissez ici, que nous connaissons tous, elles n'ont pas été construites dans les 20 dernières années. Si on considère que l'âge moyen, comme je dis, d'une route qu'on construit ici, c'est 15-20 ans, toutes les routes sur lesquelles vous circulez, c'est terminé. On est, nous, dans un constat, et maintenant, il faut éteindre le feu. C'est bien ce qu'on est en train de faire. Éteindre le feu en colmatant les brèches. Toutefois, le ministre Patrick Hachi rassure, le gouvernement est à la tâche depuis 2011 pour remettre le réseau routier ivoirien à niveau. En 3 ans, on a investi en moyenne 190 milliards par an, ce qui n'a pas été fait pendant les 30 ans précédents où on n'a pas investi plus de 10 milliards par an sur notre réseau. Ça a permis à ce réseau d'être maintenu. Nous sommes encore en train de chercher des ressources pour faire des traitements curatifs, quand on a fait pour l'instant à certains endroits des traitements palliatifs. Le réseau routier ivoirien aura dans quelques années fière allure, selon Patrick Hachi. Toutefois, il relève que d'ici là, les questions liées à l'assainissement et au drainage des eaux de ruissellement, véritables ennemis de la route, doivent être réglées. Commentaire signé Michel Digré. Avançons dans ce journal en bref et en images. Plus de 50% de personnes enrôlées depuis le lancement de la révision de la liste électorale le 25 juin dernier à Dabou. Un bilan positif. Selon Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, la commission électorale indépendante. Hier vendredi, au siège de l'institution à Cocody, les responsables de la CEI ont eu une rencontre avec les représentants des partis politiques pour leur demander de redoubler d'ardeur dans la sensibilisation des militants et des populations. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours en bref et en images, parmi 3 favoris au poste de vice-président, le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, a annoncé hier vendredi 15 juillet sur Twitter avoir choisi son colistier. Il s'agit du gouverneur de l'Indiana, Mike Pence. Cet ultra-conservateur, très croyant et bon connaisseur des arcanes de Washington, a donc accepté de briguer le poste de vice-président aux côtés de Donald Trump à la présidentielle de novembre prochain. Merci de toujours suivre RTI1 et bonne journée de samedi sur la chaîne qui rassemble.